Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast L'Encyclopédie du Catch. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour les retours que j'ai eus lors du premier épisode. Vous avez en majorité adoré ce premier épisode, ce format, ce style, et je vous en remercie et on va continuer comme ça encore pendant pas mal d'épisodes. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'année 1985 du côté de la WWE. Et on va notamment s'intéresser en détail au tout premier WrestleMania. Vous allez découvrir dans cet épisode quelles étaient les idées de Vince McMahon Jr., comment est-ce qu'il les a mis en place, et quelles étaient les meilleures anecdotes par rapport à la tenue de ce tout premier WrestleMania. Et puis, je n'en dis pas plus pour le moment, mais vous verrez que WrestleMania était particulièrement important pour la réussite de Vince McMahon. On s'était laissé dans le premier épisode après avoir évoqué l'histoire de la WWF, l'ascension de Vince McMahon au sommet de la montagne et les débuts de la Hulkamania. Et 1985 est une année tout aussi importante que la précédente. C'est notamment cette année-là que Vince McMahon lance son fameux WrestleMania. Le plus grand pari et accessoirement le plus grand risque de toute sa carrière. Et ne vous en faites pas, on y reviendra largement dans ce podcast avec une ribambelle d'anecdotes croustillantes. Mais d'abord, parlons du contexte de cette année 1985. Et globalement, cette année a été le signe d'une expansion de plus en plus importante de McMahon dans la hiérarchie du catch aux États-Unis. Son idée était toujours la même, faire grandir son entreprise pour en faire la plus grande promotion de catch. Et ce, malgré les réticences de son père au moment de lui donner les pleins pouvoirs. En 85, du coup, la WWF a commencé à se produire un petit peu partout dans le nord-est des États-Unis. Et cette concurrence directe est venue irriter des territoires comme ceux de la Mid-South, AWA ou encore Stampede Wrestling. Des promotions de catch qui, pour la plupart, mourront toutes dans les années suivantes. La WWF est arrivée en force à la télévision. Des jouets représentant les catcheurs ont été fabriqués et vendus à travers les États-Unis. Et bien sûr, les célébrités ont commencé à apparaître sur le ring. Et cette expansion de la WWF était clairement visible à la télévision. Les programmes télé ont en effet également évolué puisque les shows Saturday Night Main Event et Primetime Wrestling ont commencé à être diffusés sur les ondes. C'est aussi en 85 que le programme King of the Ring arrive à la WWF. Et la concurrence bougeait également de son côté puisque Mid-South Wrestling avait fait ses débuts sur TBS en mars afin de rivaliser et d'apporter une alternative au programme de McMahon. Mais Vince, quant à lui, faisait les choses différemment. Chacune de ses émissions avait un moment fort quelque part. Une interview épique, un sketch, un angle complètement improbable. L'entertainment, c'était la vision de Vince McMahon. La manière dont il présentait le catch était également complètement différente. Les catcheurs étaient plus sophistiqués, plus colorés, parfois maquillés, et ils étaient plus chaleureux ou expressifs en ce qui concerne les heels. On s'éloignait de plus en plus du catch au look sombre et terne des années 70. Et aussi, une grande partie des programmes de la WWF étaient réservés aux enfants. Chaque semaine, Hulk Hogan incitait tout le monde, et surtout les enfants, à être en bonne forme physique et à être sages à l'école. Le Hulkster était en train de devenir leur héros. Tout était fait pour plaire au public et au ménage chez eux devant la télévision. Par exemple, cette année-là, les catcheurs se sont déguisés pour Halloween. C'était coloré, festif, parfois même un peu trop. Et pourtant, la plupart des fans de lutte adhéraient à ce changement. La vision de Vince McMahon et sa définition du divertissement sportif étaient en train de révolutionner le catch dans sa généralité. Sur le ring, 1985 a surtout été marqué par l'arrivée massive de nouveaux catcheurs et de nouvelles histoires à raconter. Hulk Hogan de son côté a poursuivi sa montée en puissance, et on verra tout à l'heure que son importance a été cruciale pour l'organisation du premier WrestleMania. Mais il n'était pas le seul catcheur intéressant en 85. Du côté des heels, c'était encore une fois Roddy Piper le plus grand antagoniste. Hulk Hogan et Roddy Piper sont arrivés à la toute fin de l'année 1983 et ils ont été positionnés comme des stars majeures dès 1984. Hogan, le champion qui représente alors tout ce qui va bien avec l'Amérique, et Piper, le gros crétin écossais en kilt avec son garde du corps. Hogan, Piper et André le Géant étaient donc les principales stars entre 84 et 85. Et du côté des commentateurs, Jesse Ventura et Gorilla Monsoon étaient solidement installés, et ils étaient tout bonnement excellents dans leur rôle. D'autres talents ont fait parler d'eux, notamment King Kong Bundy, qui, on le verra dans le prochain épisode, aura son importance en 1986. Et bien sûr, Bobby Heenan, le manager mythique absolument insupportable. Mais 1985, c'est aussi les débuts d'un certain Macho Man Randy Savage. Celui qui allait illuminer les rings de la WWF dans les années suivantes est arrivé en juin, donc quelques semaines après le premier WrestleMania. D'ailleurs à l'époque, plusieurs managers de renom comme Bobby Heenan, Jimmy Hart ou encore Freddie Blassie avaient proposé leur service de management à Savage. Mais ce dernier a finalement choisi la jeune et expérimentée Miss Elizabeth, qui deviendra sa femme dans la vraie vie. On le sait tous, nous les fans, aujourd'hui WrestleMania est devenu une attraction mondiale. Le plus grand des shows de catch est l'équivalent du Super Bowl pour les fans de football américain, ou la cérémonie des Oscars pour les cinéphiles.
Et Vince McMahon a toujours eu cette vision-là pour son idée de ce que serait WrestleMania. On s'était laissé dans l'épisode précédent sur le million de dollars que McMahon a récupéré en vendant son créneau TV sur WTBS à Jim Crockett. Vous vous rappelez ? Et bien suite à ça, le 31 mars 1985, WrestleMania prend vie au Madison Square Garden de New York. Un show qui a été construit comme quelque chose de très spécial. WrestleMania, c'était du catch et du glamour. Des catcheurs musclés et des stars de la pop culture. Mais WrestleMania a surtout représenté un changement radical, transformant un spectacle régional en un programme national et donnant naissance au concept hybride de divertissement sportif. McMahon a tout mis en jeu pour réussir son coup. Il a mis toutes ses économies dans l'événement et dans sa promotion, alors que sa compagnie était déjà en grande difficulté financière. Hulk Hogan a d'ailleurs déclaré au New York Daily News « J'ai vu la pression monter dans les coulisses et la peur sur les visages de tout le monde. Comment allons-nous faire de WrestleMania un succès ?» Ce show de catch allait soit lancer la WWF dans la stratosphère, soit mettre l'entreprise en faillite. Et le but de ce tout premier WrestleMania, c'était surtout de présenter le catch aux fans de télé américaine. Et pour attirer les curieux, McMahon a mis des moyens colossaux. De nombreuses stars sont venues, parmi lesquelles Mohamed Ali, Billy Martin, Cyndi Lauper ou encore Mr. T. Et à l'époque, c'était des vraies stars. Aujourd'hui, c'est comme si Conor McGregor, Rihanna et Vin Diesel étaient tous sur une carte de WrestleMania. Pour promouvoir son événement, McMahon a beaucoup travaillé avec la chaîne MTV. MTV était alors à son apogée et participait à l'essor de la culture populaire américaine. Bref, c'était la rampe de lancement parfaite. McMahon est entré en contact avec la star de la chanson Cyndi Lauper grâce à une connaissance commune. Lou Albano était un catcheur à la fois proche de McMahon et de Cyndi Lauper. Il est même apparu dans un de ses clips en 1983 pour la fameuse chanson Girl Just Want to Have Fun. Le partenariat a finalement évolué vers une stratégie marketing connue sous le nom de Rock and Wrestling Connection. En gros, Cyndi Lauper faisait des apparitions dans les programmes de la WWF et MTV diffusait les émissions de McMahon. D'ailleurs, Cyndi Lauper s'était parfois impliquée sur les rings de la WWF. Avec une telle promotion, ça a été facile pour McMahon de présenter sa propre star au foyer américain, à savoir Hulk Hogan. Et pourtant, il ne faut pas s'y tromper. Hogan a pu passer pour la star de WrestleMania, mais celui qui était la vraie vedette à l'époque, c'était bel et bien Mr. T. McMahon a enrôlé l'acteur Mr. T qui est apparu comme Clubber Lang, l'antagoniste principal dans le film Rocky III. Mais Mr. T n'était pas spécialement le bienvenu dans les vestiaires de la WWF. Sans aucune expérience sur le ring, Mr. T a rencontré un accueil mitigé dans les vestiaires. Certains lutteurs lui reprochaient notamment sa présence dans le match principal de WrestleMania. Et puis, bien sûr, les lutteurs étaient globalement jaloux du chèque qu'allait encaisser Mr. T pour WrestleMania. Mr. T était conscient des tensions que sa présence causait et il a même envisagé de ne pas venir à l'événement. Il craignait surtout de se faire agresser réellement par les autres catcheurs de Vince McMahon. On parlera tout à l'heure de la carte de WrestleMania en détail, mais par exemple, Roddy Piper a exigé à l'époque auprès de Vince McMahon que Mr. T ne fasse pas le tombé final du match sur lui. Il a notamment déclaré plus tard « Je n'étais pas difficile à l'époque, mais je ne voulais pas laisser quelqu'un entrer dans mon entreprise et me traiter comme un clown. » Mais la présence de Mr. T était cruciale pour que le grand public s'intéresse au catch. Et il a permis d'attirer les foules sur WrestleMania, et ces mêmes foules ont ensuite jeté leur dévolu sur Hulk Hogan. Et surtout, l'association entre Hogan et Mr. T a permis de faire passer la WWF d'une forme de divertissement de niche à une puissance mondiale. C'était parfaitement bien pensé de la part de McMahon. Hogan a déclaré plus tard « Tout l'univers de la WWF et la réussite de WrestleMania reposaient sur le dos de Mr. T à l'époque. » Et les deux gaillards ont notamment animé Saturday Night Live la nuit précédant WrestleMania. Et coup du sort, à l'époque, ils étaient les remplaçants du comédien Steve Landsberg, qui n'a pas pu apparaître dans l'émission en raison d'un problème familial. D'ailleurs, la promotion du premier WrestleMania ne s'est pas faite sans le moindre problème. En effet, alors qu'il écumait les plateaux télé, Hulk Hogan a fait une prise de l'étranglement à un journaliste qui est tombé inconscient. Et en 87, ce journaliste a intenté une action en justice de 5 millions de dollars contre Hogan et Mr. T. L'affaire a été réglée à l'amiable avant d'être jugée en 1990. Tiens, parlons maintenant de l'histoire entourant le nom de WrestleMania. Et figurez-vous que ce nom dorénavant incontournable pour tous les fans de catch a été inspiré par les Beatles. À l'origine, McMahon voulait appeler ça The Colossal Tussle. Mais selon l'annonceur du ring Howard Finkel, c'est lui-même qui a suggéré le nom de WrestleMania, basé sur un phénomène de la culture populaire des années 60. Et il a même déclaré en 2013 « McMahon était en train de chercher un nom. Et j'ai dit, les Beatles, quand ils sont venus aux États-Unis en 1964, leur phénomène a été surnommé Beatlemania. Pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas notre événement WrestleMania ?» Et c'est ainsi que WrestleMania est né. Rentrons maintenant dans les détails du déroulé de WrestleMania. Et pour cette première édition, les commentateurs étaient Gorilla Monsoon et Jesse Ventura, qui portaient un costume rose devenu mythique. Bien sûr, le premier WrestleMania n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Le show s'est déroulé dans la petite salle du Madison Square Garden de New York. Il n'y avait pas de décor incroyable et la plupart des lutteurs n'avaient pas de musique d'entrée. Et bien que ce n'était pas spécialement un show de catch d'une grande qualité,
Ce premier WrestleMania fait partie des spectacles les plus importants de l'histoire de la WWF et plus globalement de la WWE. Anecdote amusante, pour le premier WrestleMania, Vince McMahon a demandé à l'annonceur du ring Minjin Okerlund de chanter l'hymne national américaine. Okerlund, qui était loin d'être un chanteur, a écrit certaines des paroles sur sa main pour ne pas les oublier. Le tout premier match de l'histoire de WrestleMania a opposé Tito Santana contre The Executioner. McMahon voulait entretenir le mystère autour de son bourreau, qui était en fait Buddy Rose. Santana était un babyface très populaire, donc un bon choix pour l'ouverture du show car la foule l'aimait beaucoup. Et Tito Santana remportait ce match en 4 minutes à peu près via une soumission. Une belle victoire pour lui qui était alors une étoile montante à ce stade de sa carrière. Quant à l'exécutionneur, les commentateurs ont entretenu le mystère autour de lui, mais malheureusement pour lui, la foule n'accrochera jamais et il ne fera pas long feu du côté de la WWF. Deuxième match de la soirée avec King Kong Bundy contre SD Jones. Une victoire expéditive en 9 secondes officiellement pour King Kong Bundy, qui est ressorti de ce squash comme un monstre invincible. Bon, officiellement 9 secondes pour la WWE, mais le match a en fait duré 23 secondes. Il semblerait qu'on ait eu là le premier gros botch de l'histoire de WrestleMania. Troisième combat avec Ricky Steamboat contre Matt Borne. 4 minutes une nouvelle fois d'un match athlétique qui a vu la victoire du dragon Ricky Steamboat. Matt Borne de son côté allait devenir Doink the Clown. Nouveau match avec Brutus Beefcake contre David Sammartino. David Sammartino qui était surtout là pour promouvoir la présence de son père, la légende de la WWF et du Madison Square Garden, Bruno Sammartino. Un match au final assez classique entre un face un peu fade et Brutus Beefcake, un heel qui savait se faire détester par les fans. Le match s'est d'ailleurs terminé en 12 minutes après une double disqualification. A noter que la carrière de David Sammartino va s'arrêter plus tard dans l'année, après que son père se soit disputé avec Vince McMahon. Comme quoi, être fils d'eux, ce n'est pas que des avantages. Le premier match pour le titre intercontinental de WrestleMania a opposé Greg Valentine au Junkyard Dog. Un match surprenant pour l'époque puisque Valentine était alors en rivalité contre Tito Santana pour le titre intercontinental. Ce combat est parti un petit peu dans tous les sens et on a eu une victoire du Junkyard Dog par décompte à l'extérieur, ce qui a fait qu'il n'a pas remporté le titre. Et à ce stade du show, les plus grosses pops du public ont été données pour les faces David Sammartino et Junkyard Dog. Un match par équipe maintenant avec Mike Rotundo, donc le père de Bray Wyatt, et son meilleur ami Barry Windham face à l'Iron Sheik et Nikolai Volkov. Et pour mettre un peu plus de hit et chauffer la foule à blanc, Nikolai Volkov a chanté l'hymne national soviétique avant le combat. Et à l'époque, la guerre froide entre les blocs soviétiques et américains n'était pas encore terminée. Une vraie victoire de heel puisque l'Iron Sheik a frappé Windham avec une canne et ce dans le dos de l'arbitre pour la victoire. Et Nikolai Volkov et The Iron Sheik sont alors devenus les nouveaux champions par équipe. Tiens, nouvelle anecdote concernant ce premier WrestleMania. Selon l'Iron Sheik, le propriétaire de l'American Wrestling Association, donc la WA, Vern Gagne, lui a offert 100 000 $ pour casser la jambe de Hulk Hogan lorsqu'ils ont lutté pour la ceinture le 23 janvier 84. Et on avait notamment vu dans l'épisode précédent que c'est ce jour-là où la Hulkamania est née. L'idée était donc d'arrêter l'ascension du Hulkster et de Vince McMahon afin de mettre toute l'entreprise en faillite. Et hyper hésitant entre ce gros chèque de Vern Gagne, qui était d'ailleurs l'ancien entraîneur du Sheik, et le potentiel de travailler pour un main event historique, l'Iron Sheik a appelé le sergent Slaughter pour obtenir des conseils. Et le sergent lui a répondu cette phrase. « Écoute, tu devrais perdre la ceinture au profit de Hogan, parce que nous allons tous ensemble faire des millions de dollars en travaillant pour Vince McMahon. » Le match suivant a été celui du Body Slam Challenge. Big John Studd et Bobby Heenan misaient 15 000 $ contre André le Géant. Les règles étaient simples, si André gagne, il reçoit l'argent. Mais si Studd gagnait, André prendrait sa retraite. André qui d'ailleurs obtient une énorme pop. Et ce n'est pas une surprise au final car c'était l'une des plus grandes stars dans les années 70 et 80. Et notre cher trésor national André le Géant a porté un body slam pour terminer le match en 6 minutes. Et après le match, il a donc récupéré le sac et a commencé à jeter l'argent vers les fans. Et Bobby Heenan s'en est aperçu et s'est dépêché de récupérer le sac, autant pour le scénario que pour ce qu'il se passait en réalité. Puisque oui, nouvelle anecdote sur WrestleMania. Plusieurs membres du gang des Heel Angels étaient déterminés à entrer son billet et à se placer au premier rang du spectacle. Voulant probablement éviter le drame en risquant d'irriter le célèbre gang de motards, Vince McMahon a fait apporter de nouveaux sièges pour les membres du gang. Et du coup, au moment où André a commencé à jeter les billets à la foule, Heenan s'est dépêché de récupérer le sac, craignant que les membres du gang cherchent à le voler. Le premier match féminin de l'histoire de WrestleMania a opposé Lelia Nikai avec Fabulous Moolah contre Wendy Richter, qui était avec la chanteuse Cyndi Lauper. Un match qui n'est pas connu pour être une clinique de catch, mais la foule était heureuse de voir Cyndi Lauper. Mais c'est au final Wendy Richter qui est devenue championne féminine. Et cette catcheuse était à l'époque considérée comme la Hulk Hogan au féminin. Et enfin, notre main event. Les deux vilains Roddy Piper et Paul Orndorff, accompagnés de Bob Orton Jr., face à Mr. T et le champion Hulk Hogan. Et oui d'ailleurs, le champion Hulk Hogan. Le premier WrestleMania ne s'est pas terminé par un combat de championnat de la WWF. Le spectacle inaugural reste donc le seul WrestleMania sans match pour le titre majeur de la compagnie. Et le public était en fusion pour ce match. Roddy Piper était le meilleur heel à l'époque chez Vince McMahon et l'association était parfaite sur le ring. Et c'était tout ce qui était bien au milieu des années 80 à la WWF.
Le match était complètement décousu. Il se passait beaucoup trop de choses et parfois c'était même un peu brouillon. Et ça, c'est ce qui peut arriver quand il y a des gens inexpérimentés sur le ring, comme Mr. T. C'était un match à enjeu énorme qui a été plutôt bien réussi, puisque Hogan et Mr. T ont remporté ce combat faisant hurler de joie les fans de New York. Et d'ailleurs, Mohamed Ali a fait paniquer tout le monde en montant sur le ring lors de ce main event. En effet, le boxeur légendaire était censé rester au bord du ring en tant qu'arbitre spécial, tout simplement parce que Vince McMahon ne voulait pas qu'il se blesse. Du coup, quand Ali a sauté sur le ring pour prendre part à une bagarre, ça a été la panique dans les coulisses. Le lutteur à la retraite et promoteur de la WWF, George Scott, a notamment déclaré « C'était la panique. Vince était blanc comme un mur. J'ai dû courir chercher Ali et le prendre par le bras pour le ramener au bord du ring, là où il était censé rester. » Anecdote un peu moins drôle puisqu'après le match, Roddy Piper et Bob Orton, les méchants de la soirée, ont évité la foule pour rejoindre un hôtel tranquille. Ils n'ont pas pu rejoindre la fête, organisée pour Hulk Hogan et Mr. T après leur victoire. Le kayfabe était plus important que tout à l'époque. Et les méchants ne pouvaient pas aller boire un verre avec les gentils devant les curieux à la fin d'un show. Et surtout, Piper avait reçu des menaces, tellement il jouait bien son rôle de heel sur le ring. Allez, encore quelques anecdotes pour terminer cette analyse du premier WrestleMania. Et notamment un problème technique qui a provoqué la colère de nombreux fans. Il faut savoir qu'avant que les shows importants de la WWE soient vendus au public sous le nom de pay-per-view, aujourd'hui Premium Live Event, les grands événements sportifs comme les matchs de boxe étaient diffusés en circuit fermé. En gros, ça signifiait que ces événements étaient diffusés dans quelques salles de spectacle à travers l'Amérique du Nord. Et le premier WrestleMania a été diffusé dans près de 200 salles avec environ 400 000 spectateurs cumulés. Et le tarif d'entrée était d'ailleurs compris entre 8 et 10 $ à l'époque. Mais il y a eu un énorme problème au Civic Center de Pittsburgh en Pennsylvanie. Un problème technique a empêché le signal de passer et les fans de Pittsburgh se sont retrouvés avec un écran vide dans la salle. Les fans se sont énervés et ils ont commencé à lancer des chaises pliantes sur l'écran. Tous les participants ont été remboursés, mais 3 d'entre eux ont été arrêtés par la police car ils avaient un petit peu abusé. Les fans de Pittsburgh ont pu voir le spectacle une semaine plus tard sur une station locale. Mais quoi qu'il en soit, ce problème technique n'a pas impacté les finances de Vince McMahon, puisque WrestleMania a rapporté 12 millions de dollars entre les ventes de billets et les ventes de merchandising. On peut dire que le pari de Vince McMahon a été une franche réussite. On le rappelle, McMahon avait mis tout son argent et sa réputation en jeu pour WrestleMania. Hulk Hogan s'inquiétait d'ailleurs des perspectives de carrière des lutteurs si le spectacle était un échec. Après cet événement, McMahon crachait au visage de tous les autres promoteurs pour faire valoir sa nouvelle vision du catch. Et d'ailleurs, dans le très bon DVD de True Story of WrestleMania, Hulk Hogan déclare « Ce mec est fou, il va faire chier tout le monde, tous ces petits territoires. Vince va rendre tout le monde tellement furieux que tous ceux qui travaillaient sur la carte de WrestleMania seront blacklistés. Et si Vince échoue, je ne pourrai jamais aller ailleurs et gagner ma vie sur le ring. » Mais du côté des autres promoteurs de catch, l'inquiétude n'était pas vraiment de mise, puisque la plupart pensaient que cette lubie d'associer le catch et le monde de la télé n'était qu'une mode qui allait très vite passer. On peut dire qu'ils se trompaient sur toute la ligne. D'ailleurs, le succès de WrestleMania a aidé à lancer la WWF sur la chaîne nationale NBC. La plupart des dirigeants de réseaux télé avaient jusqu'à présent évité la WWF pendant des années. Le président de NBC était d'ailleurs toujours sceptique, se rappelant des mauvaises audiences du programme Tuesday Night Titans. On avait notamment parlé de ce programme dans l'épisode précédent. Et pourtant, Vince McMahon, avec ses compétences de commercial hors pair, a réussi à changer la donne. Le nouveau programme Saturday Night Live allait naître et connaître les meilleures audiences concernant le catch cette année-là. Allez, on termine cet épisode avec une anecdote un petit peu moins fun, puisque Tony Atlas, célèbre catcheur dans les années 80, a été payé par Vince McMahon pour ne pas apparaître lors de WrestleMania. Alors j'ai fait pas mal de recherches pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là pour Tony Atlas, mais je n'ai trouvé aucune information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Tony Atlas a été le seul catcheur qui a été payé pour ne pas apparaître lors de ce premier WrestleMania. Merci d'avoir écouté ce deuxième podcast, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'ai hâte de vous parler de l'année 1986, même si pour moi c'est une année où il se passe moins de choses que 85 ou 87, mais je vous proposerai ça dans quelques semaines. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour un prochain podcast, et en attendant comme d'habitude, Prenez soin de vous!